Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour votre journal de ce dimanche 23 novembre. Voici les principaux titres que nous allons développer. La France doit accepter de perdre ses enfants. C'est en résumé le cœur de la déclaration du chef d'état-major des armées lors du dernier congrès des maires, car la Russie menace le vieux continent. Ces propos ont eu un écho jusque dans les familles polynésiennes de militaires. Pour parler de ce sujet, mais aussi des enjeux à l'issue du 107e congrès des maires de France, nous recevons le Tavana de Maupiti, Wulingson Raufau Ore. Gros succès des compétitions Ori Hitinui qui se sont déroulées sur 3 jours. 800 danseurs et danseuses d'une dizaine de pays se sont affrontés sur différentes épreuves. Après les solos, c'était au tour des groupes aujourd'hui de se produire en Mehura et en Haute-A. Perte de poids et bien-être, 2 clés essentielles pour la bonne santé physique et mentale. Vous êtes de plus en plus nombreux à investir et à vous documenter pour casser les mauvaises habitudes. Un séminaire était proposé en ce sens ce week-end. Dans notre Fénois d'avant, ce soir, un reportage en noir et blanc datant de 1974. Des étudiants hawaïens avaient passé 6 semaines au Fénois dans le cadre d'un échange culturel et linguistique. À l'époque, il y avait une réflexion sur la création d'une université du Pacifique. Merci d'être avec nous. Sa déclaration avait quelque peu refroidi les élus locaux et fait surgir l'inquiétude. Lors du 107e congrès des maires, le général Mandon a évoqué la possibilité de faire appel aux réservistes et aux militaires engagés d'ici 2030 dans une hypothèse d'un conflit avec la Russie. En Polynésie, où de nombreux jeunes du Fénois servent actuellement dans l'armée, cette perspective suscite l'angoisse des familles restées au pays. Mélissa Chang et Patrick Sing Sing en ont rencontré. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Cette déclaration du chef d'état-major des armées françaises a jeté un froid dans les familles de militaires. À 18 000 km, l'inquiétude a gagné le cœur de Mireille. Son fils est actuellement engagé dans l'armée en tant que menuisier. Pour la première fois que j'avais su qu'il s'est engagé, bon, ça m'a blessée quand même. J'ai eu mal au cœur. Bon, après, je me suis dit qu'ici, chez nous, on n'a pas de travail pour nos enfants. C'est peut-être aussi à cause de ça, ils se sont engagés. Ils ont vu leur avenir dans l'armée. D'un côté, je ne suis pas d'accord. De dire aux parents qu'il faut laisser les enfants, c'est obligé. Je n'ai pas la capacité d'aller au front. Chaque famille se rassure comme elle peut. Pour certaines, la prière, la foi et le recueillement sont des piliers pour appréhender un éventuel déclenchement de conflit. Je ne suis pas d'accord d'emmener nos enfants vers la guerre. Par contre, vers la paix. Selon le chef d'état-major, la France devrait se préparer à un choc militaire d'ici 3 à 4 ans face à la Russie. Je pense qu'il faut replacer les propos dans leur contexte. Aucune famille ne veut perdre ses enfants, bien sûr, ni les familles polynésiennes, ni les familles métropolitaines, mais il faut qu'on tienne compte d'un contexte. Si nous sommes attaqués, que ce soit la France métropolitaine ou nos territoires d'outre-mer, nous devrons nous défendre. On a une devise qui est ancienne, mais qui est toujours d'actualité, « Si vis pacem para bellum ». Si tu veux la paix, prépare la guerre. Chaque année, près de 600 soldats sont recrutés au Fénois par l'armée française. Et avec nous pour parler de cette déclaration du chef d'état-major des armées et du bilan du dernier congrès des maires, le Tavana de Maupiti. Bonsoir, Wulingson Raufau. Bonsoir, Malouki, et bonsoir à la population qui nous regarde. Alors, la France doit accepter de perdre ses enfants en cas de conflit avec la Russie dans les prochaines années. Ça a jeté un froid dans l'Assemblée dès l'ouverture du congrès des maires. Est-ce que vous en avez beaucoup parlé entre élus? Nous étions surpris par l'annonce du chef d'état-major des armées. Effectivement, nous n'attendions pas du tout à ce genre de propos. Mais en tout état de cause, s'il faut se préparer, comme il le dit, d'ici 2030, c'est qu'il y a peut-être certainement des renseignements qui vont dans ce sens-là. Et je dois quand même rappeler, mais je tiens compte quand même de l'appréhension, de l'inquiétude des parents. Dont nos enfants sont en France, sont en métropole, peut-être même certains sont sur les théâtres d'opération. Lorsqu'un jeune, à partir du moment où il signe un contrat, il prend un engagement au sein de la défense nationale. La défense nationale, depuis sa professionnalisation, est devenue le métier des armes.
Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Une fois qu'on est employé, on est appelé à employer de l'arme individuelle ou collectif, ça veut dire qu'on est prêt à faire face à tous les conflits, parce qu'on est prêt à être projeté sur n'importe quel territoire, là où il y a un conflit. Donc, pas forcément pour faire la guerre, parce que j'ai vécu pendant 30 ans, ça ne veut pas dire que j'ai fait la guerre pendant 30 ans, absolument pas. Mais parfois, il faut faire la guerre pour obtenir la paix. Alors, vous êtes vous-même ancien militaire, on l'a entendu, 600 engagés chaque année. Votre avis personnel, c'est qu'il faut être prêt à mourir pour la patrie, donc. Ça fait partie des informations initiales lorsqu'on recrute des jeunes, bien informés, le risque du métier, le risque des armes. Et une fois qu'ils sont bien imprégnés de cela, je crois que le jeune qui a choisi ce métier-là, je viens d'entendre la maman, parce qu'il n'y a pas de travail en Polynésie, c'est une des causes aussi, il ne faut pas se le cacher. Mais une fois qu'on s'est engagé, on prend le risque, effectivement, de tomber ou pas. C'est l'inquiétude du chef d'état-major des armées, qui passe par les élus locaux que nous sommes pour informer la population. Wellington Rofoore, lors de ce 107e congrès des maires, il a beaucoup été question de narcotrafic. 8 communes sur 10 en France sont actuellement touchées par le trafic de drogue. Est-ce que la situation est plus grave ailleurs qu'en Polynésie? Évidemment, en métropole, la situation est quand même assez gravissime. Nous sommes encore un petit peu épargnés de cela. On n'a pas le crime organisé encore. Pour l'instant, non. Mais il faut s'y attendre quand même à ce qu'il y ait, si on ne fait pas beaucoup de prévention, beaucoup d'informations, ça risque de venir chez nous. On n'est pas à l'abri de tout ça. Alors, dans les Antilles, c'est la cocaïne. Ici, c'est l'ice. Vous avez échangé un petit peu avec vos homologues de Guyanais, Antillais? Pendant la journée des Outre-mer, ça a été effectivement question de l'ice, de la drogue dure dans nos archipels. Quelle est la situation? Qu'est-ce qu'on pourrait faire face à ça? On est des parents avant tout. On est des élus avant tout. Ce que je demande à la population, c'est d'en informer, c'est de signaler. Il ne faut pas fermer les yeux, il ne faut pas boucher les oreilles, il ne faut pas non plus ne rien dire, bien au contraire. Dénoncer. J'en appelle à toute la population de signaler lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une suspicion de trafic d'ice, de trafic de drogue dans notre Fédéral. C'était le dernier congrès des maires de ce mandat municipal. Il y aura les élections l'année prochaine, en 2026. Le mot d'ordre de l'événement, c'était « Pour les communes, liberté ». Il y a eu ces derniers mois une crise du pouvoir national. Les maires réclament une vraie réforme de la décentralisation. Est-ce qu'il y a eu des difficultés concrètes entre les communes et l'État? Il y a eu quand même quelques difficultés, surtout au niveau de la compréhension. Il y a eu une certaine incompréhension au niveau des maires, des maires qui sont de France, des maires des Outre-mer. Le sujet abordé, c'est surtout la liberté des communes. Mais parfois, avec la tension qui règne dans la politique nationale en ce moment, c'est un peu difficile quand même de se projeter vers l'avant. Et donc, ça a été un congrès de la fin de la mandature, je dirais. Mais moi, ce que je retiens de ce congrès-là, c'est surtout la journée d'outre-mer où nous étions concernés par le narcotrafic et surtout la montée des eaux. C'est ça qui nous guette dans les années à venir. Qu'est-ce qu'il faudrait que nous fassions? Nous avons besoin du pays, de l'État et des communes pour travailler ensemble. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut arrêter de parler, il faut passer à l'action. C'est ce que nous avons demandé à l'État. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse concrète. Merci beaucoup, Wellington Rofoore, maire de Maupiti. Je rappelle que vous revenez justement du 107e congrès des maires de France. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis la disparition du maire délégué de Mai'o, c'est l'actualité développée sur notre site internet. Tama Ina est décédé des suites d'une longue maladie. Il avait 65 ans. 800 participants, 10 nationalités. Il n'y a aucun doute, la danse tahitienne est très populaire à l'étranger. La 12e édition de la Ori Tahiti Competitions, qui s'est achevée aujourd'hui, nous l'a prouvé. Kaline Yenard et Teiva Ribé ont assisté aux épreuves en Mehura et en Haute-Ea. Danser pour célébrer la nature et sa force, un hommage à Tahiti et ses îles, un thème choisi par la troupe Varuatea, originaire du Mexique, un spectacle répété pendant 1 an par écran interposé, car les 5 danseuses résident dans des villes différentes. C'était difficile. Ça nous a pris 2 à 3 jours pour assembler tous les végétaux et 2 autres jours pour faire les costumes. C'était beaucoup de travail. On a peu dormi, mais on est heureuse. Danser dans le berceau du Ori Tahiti, un honneur et une première pour de nombreux participants étrangers. Sur scène pendant 3 minutes, ils vivent une expérience inespérée. Je pense qu'on a fait de notre mieux. Nous sommes super heureuses parce qu'on a vécu un moment magique.
C'est grâce à ma maman que je danse. Elle s'est dit que ça me plairait aussi. Et oui, j'adore le Ori Tahiti. Je danse depuis que j'ai 6 ans. Les écoles et troupes de danse locales sont aussi nombreuses à concourir, une façon de jauger le niveau et de se préparer pour d'autres compétitions. Une préparation qui s'est faite en 2 semaines dans le rush, mais extrêmement fière du résultat qu'on a pu donner sur scène. Et ouais, pourquoi pas une autre compétition, c'est parti. On est tellement fiers de nous et si c'était à refaire, on le referait avec grand plaisir. Donc à l'année prochaine. À l'année prochaine sûrement. Hier, j'ai participé aussi au solo. Bon, c'était une première pour moi, hein, donc j'avais pas l'habitude. J'ai l'habitude de la scène, mais danser tout seul, c'est différent. Hein. Et aujourd'hui, c'est de pouvoir se tester face aussi à l'international, de pouvoir travailler déjà sur des futurs concours comme le Hura Tapeiru. Et puis derrière ça aussi, c'est de maintenir la technicité de nos danseurs et de nos danseuses et de pouvoir les confronter à la gestion du stress. Avec plus de 800 participants de 10 nationalités différentes, Ori Tahiti Nui est plus qu'une compétition, c'est un lieu d'échange et de partage culturel autour d'une tradition, ou quand la danse tahitienne réunit les peuples du monde entier. Et le Ori Tahiti, justement, permet de prendre soin de sa santé. De plus en plus de Polynésiens ont le déclic. Les professionnels et les organisateurs d'événements l'ont donc bien compris. Ce week-end, un séminaire sur la perte de poids était organisé. David Chang est allé y faire un tour. Ici, on aborde la question qui intéresse tout le monde. Dans le public, tous cherchent la réponse à un problème qui les suit depuis des années et auquel ils n'ont jamais trouvé de solution. Comment bien manger, faire tout ça, c'est dur, mais peut-être s'il y a quelqu'un qui peut t'aider, ça peut peut-être nous aider, m'aider personnellement aussi. Souvent, on croit savoir, mais en fait, on ne sait pas. Et il y a peut-être des techniques, des informations qui sont utiles et faciles à mettre en place, et c'est ça que je viens chercher. Catherine a réussi sa perte de poids il y a déjà 22 ans. Depuis, elle a repris une dizaine de kilos et veut savoir, à son âge, comment les perdre à nouveau. À partir de la cinquantaine, le métabolisme féminin est différent. Il y a le cycle hormonal effectivement qui bouge aussi. Donc là, j'essaie de trouver des réponses pour me permettre justement de m'affiner. Chaque intervenant est venu apporter son expertise sur des sujets précis. Vincent, ancien athlète professionnel et coach sportif, met l'accent sur la psychologie d'une perte de poids. Il faut la voir comme un marathon plutôt qu'un sprint. La motivation vous permet de vous exciter sur le coup, mais vous allez très vite la perdre. Et le but, c'est de, comme je disais, c'est de tenir dans le temps, avoir une discipline, répéter. Et justement, la répétition va faire qu'avec cette discipline-là, vous pourrez atteindre vos objectifs. Outre la persévérance, l'alimentation et l'activité physique, le sommeil est une composante à laquelle on ne pense pas toujours. Le sommeil, c'est très négligé par la population locale aujourd'hui, mais c'est un grand accélérateur de la perte de poids. Ensuite, bien sûr, on a l'alimentation, mais pour perdre du poids, il ne faut pas s'arrêter de manger, il faut juste rééquilibrer l'alimentation et répartir sur la journée plusieurs repas. Dans ce salon de la santé et du bien-être, Eva propose une solution dans le même sens, par des séances d'hypnomassage. L'idée est de faire passer une simple pensée en une conviction. La perte de poids est une demande qui revient souvent. Renforce sur des ressentis corporels, ce qui permet de ancrer les transformations qui se passent dans la tête. Il est très important de commencer une séance par ventiler ensemble quelles sont les motivations derrière cette demande, quels sont les avantages et les inconvénients de changer. Pour arriver à leurs objectifs, les Polynésiens ont donc les réponses à toutes leurs questions. Pour des résultats, il n'y a maintenant plus qu'à appliquer les conseils sur le long terme. Avec les grosses précipitations de cet après-midi sur Tahiti, le 10e salon des Tuamotu Gambier a fermé ses portes en toute discrétion. Après 10 jours d'exposition place Toata, une 60aine d'artisans étaient présents. Le thème choisi, Te Rimai et Tina Rauhanga, traduisez l'artisanat et sa diversité. Le travail du feo, la roche calcaire corallienne typique des Tuamotu, était à l'honneur avec notamment des sculpteurs formés cette année à Anna, lors d'une formation financée par le service de l'artisanat traditionnel dans le cadre du programme de transmission des savoir-faire mené en partenariat avec le comité artisanal des Tuamotu Gambier Temata Kainanga, présidé par Moeata Tahiri, que l'on écoute au micro de Marcel Bonneau. Elle nous dresse le bilan de cet événement. Un bilan très positif
comme on peut le constater, malgré la pluie, il y a quand même des clients qui viennent. Hein. Elles se font plaisir et surtout la remarque qu'elles font souvent avec mes mamans, vos produits sont magnifiques. Chaque année, il y a des nouveautés qui arrivent et c'est cela qui attire cette clientèle et le prix est très abordable aussi. Et voilà, mes mamans, elles sont toutes contentes et petit à petit, le stock c'est cool. Hein. Toata a toujours été un des meilleurs spots, on va dire. Hein. Voilà, les gens sont agréablement bien et nous faisons aussi la musique. Voilà, on est dans notre élément. Et dans la continuité des célébrations de Matar I Nia, le musée de Tahiti et des îles proposait un après-midi créatif dans ses jardins. Aujourd'hui, des légendes polynésiennes étaient contées en Reo Tahiti et en français. Plusieurs ateliers culturels étaient proposés. Des films documentaires et des courts-métrages du FIFO ont aussi été projetés dans l'auditorium. La pluie, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'a pas effrayé le public. C'est ce que nous dit Hinanui Koshwa, la directrice du musée de Tahiti et des îles, qui nous détaille également le contenu des 9 ateliers. Elle est au micro de Marcel Bonneau. Il faut savoir que lorsqu'il pleut, en général, le week-end, on a plus de gens qui viennent au musée, hein, certainement, parce que voilà, plutôt que de rester à la maison. Donc là, non, la pluie n'a absolument pas freiné les gens. Ils sont venus pour les ateliers. Les ateliers culturels attirent toujours. Vous avez des initiations au tapa, au vivo, aux teintures végétales. Il y a de la fabrication de pénous miniatures. Il y a du dessin, du coloriage, différents types d'ateliers créatifs qui sont en lien tous avec le thème de Matar I Nia. C'est le fil conducteur de la journée, on va dire. Et on reste dans le domaine de la culture. Après la Polynésie, les pirogues hawaïennes Hokulea et Hikianalia sont arrivées à Auckland, en Nouvelle-Zélande, en début de semaine. Elles vont y rester 6 mois jusqu'à leur départ vers les Tonga et Samoa. Les membres d'équipage ont voulu rendre hommage aux navigateurs maoris au Kupe Waka Center situé dans le nord de l'île. C'est de là qu'a débuté le renouveau de la navigation à Aotearoa il y a 40 ans. Les détails avec Matei Tutabe. Une délégation de Hawaïens est venue célébrer le lien qui les relie aux Maoris depuis plus de 40 ans. Le Kupe Waka Center abrite la première pirogue maori à avoir sillonné le triangle polynésien, Te Aurere. Construite en bois de kauri par Hekenukumai Busby, elle a permis la formation de la première génération de navigateurs maoris. J'ai un lien avec Aurere. C'est la première pirogue sur laquelle j'ai navigué. J'ai aussi une connexion avec Hokulea, qui est l'inspiration qui a permis la construction d'une pirogue pour Aotearoa. Et aujourd'hui, il y a une multitude de pirogues à Aotearoa. Outil pédagogique incontournable dans la navigation, le compas d'étoiles. Celui-ci est le premier à avoir été construit à Aotearoa. Idéalement situé, il permet aux élèves de mieux comprendre le mouvement des astres. Les membres de l'école Kamehameha sont venus honorer ce lieu symbolique qui relie les Maoris aux Hawaïens. L'élément central du Kupe Waka Center est le compas d'étoiles. Il est unique au monde. Ce centre est jumelé au nôtre, le centre Kaiwikilo Moku, qui se situe à l'école Kamehameha à Oahu, même si Hawaï et Aotearoa se trouvent aux extrémités du triangle polynésien, nous sommes unis. Lorsque la pirogue est arrivée sur nos côtes, elle a permis de mettre en valeur nos connaissances ancestrales maoris et ce centre en est l'exemple. C'est fantastique de pouvoir partager et de travailler aux côtés de nos cousins de ce grand océan, des Moananui-a-Kiwa. Symbole de l'unité entre nos peuples, ces 2 pirogues. Celle-ci a été construite par une figure de Tautira, Puanihau Tauotha. Elle siège fièrement aux côtés de Te Aurere, qui est, elle, en cours de réparation. Les membres du Kupe Waka Center travaillent d'arrache-pied pour qu'elle puisse à nouveau sillonner le grand océan. Dans notre rubrique Fénois d'avant du dimanche soir, on se replonge dans les archives de 1974. Des étudiantes hawaïennes étaient venues en Polynésie dans le cadre d'un échange culturel avec le lycée Paul Gauguin. Il y avait une réflexion à l'époque sur l'installation d'une université du Pacifique à Tahiti. Regardez.
Elles sont 14, originaires de différentes îles d'Hawaï. Arrivées il y a une dizaine de jours, elles resteront 6 semaines à Papeete pour apprendre le français et suivre les cours de civilisation française. Elles sont les invitées de l'association des parents d'élèves du lycée Paul Gauguin, mais ce mouvement culturel entre Hawaï et Tahiti intéresse tous les établissements scolaires du territoire. Après votre passage à Tahiti, qu'est-ce que vous allez faire avec le français que vous avez appris? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Je ne sais pas. Ce programme se déroule suivant deux formes. Tout d'abord, des cours le matin de 8h à 12h et l'après-midi, comme vous le voyez, des sorties culturelles au musée Gauguin, au jardin botanique, à Super Maïna, à la station radioélectrique, etc. Les jeunes que vous voyez là travaillent donc le matin et en quelques jours, on peut déjà noter un certain progrès. Elles sont très ouvertes, très sympathiques et j'espère que l'année prochaine, elles ne seront pas 14, mais une trentaine et que nous aurons certainement également des garçons. Oui. Hein? Est-ce que ça concourt à aller dans le sens d'Université du Pacifique? Certainement, M. Ramler a du reste vu lors de son passage M. le vice-recteur et nous devons avoir une réunion bientôt juste pour l'année prochaine essayer de faire venir non seulement des élèves du secondaire, mais également des élèves des universités de Hawaï, ce qui évidemment pourrait donner naissance à l'Université du Pacifique tant attendue, je crois, ici à Tahiti. L'information principale de ce dimanche 23 novembre, il faut se préparer à un choc militaire avec la Russie dans les prochaines années. La France doit accepter de perdre ses enfants. C'est en résumé le cœur de la déclaration du chef d'état-major des armées lors du dernier congrès des maires. Des propos qui ont eu un écho jusque dans les familles de militaires du Fénois qui sont loin d'être prêtes à sacrifier leurs enfants pour la patrie. Chaque année, l'armée française recrute près de 600 Polynésiens. Sur vos écrans, après cette édition, le film « Entre les vagues », l'histoire de deux amies que rien ne peut séparer et qui souhaitent devenir comédiennes. Après cela, Cache Investigation et une enquête sur les SUV, le jackpot des constructeurs automobiles. C'est ainsi que l'on referme cette édition. Demain, les informations en radio seront présentées par Tawar Ili et Ibrahim Ahmedazi. Passez une excellente soirée. Je vous retrouve avec plaisir demain soir. En attendant, prenez bien soin de vous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.